La Nouvelle-Orléans est un monde à part, un mélange de cultures de françaises, italiennes, créoles, afro-américaines et siciliennes. Les rues sont étroites, les maisons en bois, les parcs emplis de moustiques, les tavernes bondées de travailleurs du port. Et partout, absolument partout, il y a du jazz. Des trompettes résonnent dans les ruelles, des pianos frappent des rythmes syncopés, des saxophones improvisent sur des mélodies non écrites. La ville respire la musique. Mais sous cette joie apparente, la population est épuisée. La grippe espagnole tue des centaines, la Première Guerre mondiale vient de s'achever, la pauvreté est omniprésente, la criminalité augmente, les tensions ethniques entre communautés italiennes et américaines sont fortes. Dans cette atmosphère déjà tendue, une série de crimes va plonger la ville dans une terreur qui la hantera pendant un siècle. Le premier coup de hache. Dans le quartier de la rive sud, la famille Maggio dort paisiblement. La chaleur de juin colle les draps à la peau. Les fenêtres sont entr'ouvertes. Vers 3 heures du matin, un intrus soulève une hache dans la pénombre. Lorsque la police arrive, l'odeur du sang et de l'humidité se mélange dans la pièce. Joseph Maggio gît près du lit, la gorge tranchée. Sa femme Catherine est encore vivante, mais mourante. La hache ensanglantée est retrouvée dans la baignoire. La police croit d'abord à un crime isolé. Mais ce n'est que le début. Une ville qui refuse de paniquer. Encore. Le commissaire note dans son rapport. Pas de vol, pas d'effraction, pas de mobile. Les habitants murmurent. Peut-être un désaccord commercial, peut-être un drame familial. Mais la vérité, c'est bien plus effrayante. Le meurtrier n'a pas terminé. Et il reviendra. Encore et encore. Après les Maggio, les attaques se poursuivent. Les Romano, les Cortimiglia, les Schneider, les Bruno, les Provenzano, les Pepitone. À chaque fois, une hache. Une entrée par la porte arrière, aucun vol, un tueur invisible. Le profil psychologique commence à se dessiner. Les médecins légistes décrivent un agresseur. Extrêmement fort, méthodique, calme, sans signe de panique, utilisant l'arme trouvée sur place, souvent la hache appartenant aux victimes. Cette caractéristique est frappante. Il refuse d'apporter sa propre arme. Cela indique un tueur qui connaît les risques, comprend la criminalistique de base, veut éviter toute trace identifiable. Un précurseur du tueur moderne. Les survivants parlent. Plusieurs victimes survivent, ce qui est inhabituel pour un tueur à la hache. Une femme raconte « Je n'ai vu que son ombre, grande, mince. Il respirait calmement. » Un homme déclare « Il m'a regardé comme si je n'étais rien, comme si j'étais un objet. » La police note qu'il agit sans passion. Pas de rage, pas de folie visible. Une exécution mécanique. Les tensions ethniques brouillent l'enquête. La majorité des victimes sont italiennes ou d'origine sicilienne. La presse américaine en profite pour alimenter des préjugés raciaux. Certains affirment « c'est la mafia ». C'est un règlement de compte. C'est un tueur parmi les immigrés. Ce racisme empêche la police de voir la vérité. Les crimes sont l'œuvre d'un seul homme. Un prédateur, un fantôme, un homme qui se glisse dans la nuit comme une ombre. Le 13 mars 1919, le Times-Picayune reçoit une lettre. Elle est immédiatement publiée. Elle est signée « L'homme de l'enfer ». Le style est théâtral, inquiétant, presque moqueur. Je suis un esprit démoniaque, envoyé pour punir la Nouvelle-Orléans. J'adore le jazz, et j'y épargnerai toutes les maisons où on jouera de la musique jazz mardi prochain. La ville est paralysée. La nuit du jazz. Le mardi suivant, 19 mars 1919, la Nouvelle-Orléans se transforme en festival spontané. Les bars ouvrent les fenêtres, les familles placent des gramophones dans les salons. Les rues vibrent de trompettes, de clarinettes, de pianos. Des milliers de personnes jouent du jazz toute la nuit. La peur devient célébration. La ville entière danse pour échapper à la mort. Et cette nuit-là, il n'y a aucun meurtre. Ce simple fait transforme Axman en une légende urbaine. Était-il dans les rues, écoutant la musique? Était-il vraiment trop séduit pour tuer? Ou était-ce simplement un jeu psychologique? Analyse psychologique de la lettre. Les criminologues modernes pensent que la lettre révèle un narcissisme extrême, un besoin d'attention publique, un sadisme psychologique,
un désir de contrôler toute une ville par la peur. Le jazz était-il réellement important pour lui? Peut-être pas, mais il comprenait le pouvoir de la symbolique. Créer un mythe autour de soi, c'est devenir immortel. La police enquête sur des dizaines de pistes. Suspect 1, Frank Doc Mumfrey, un criminel lié à des extorsions. Vivait près de plusieurs scènes de crime, a des antécédents de violence. Mais aucune preuve réelle ne l'incrimine. Suspect 2, Joseph Mumfre, variante orthographique. Certains croient qu'il aurait été tué par la veuve d'une victime. Une histoire qui semble sortie d'un roman pulp. La presse adore, les historiens beaucoup moins. Suspect 3, un homme invisible, le profil type. Les experts criminels pensent sauf que l'Axemen était un homme blanc, 25-40 ans, travailleur manuel, habitué à porter des outils lourds, probablement mobile, ouvrier portuaire, cheminot. Il connaissait parfaitement les ruelles, les quartiers italiens, les entrées arrière des maisons en bois. Pourquoi n'a-t-il jamais été arrêté? Pas d'empreinte, technologie primitive, pas de témoins fiables, pas de caméra, crime commis très tôt le matin, un tueur mobile dans une ville sans surveillance nocturne. Et surtout, la police n'avait aucune expérience avec les tueurs en série. Le concept n'existait pas encore. Ils cherchaient un criminel, alors qu'ils devaient chercher un prédateur. Les mois passent, la violence continue. Le cas de la famille Cortimiglia, un des plus choquants. L'enfant meurt, la mère survit. Elle accuse un voisin. Les autorités, sous pression raciale, arrêtent un innocent. Il faudra des années pour le libérer. L'Axeman n'a même pas besoin de tuer pour détruire des vies. La ville perd confiance. Les habitants barrent leurs portes avec des clous, dorment avec des haches ou des fusils, installent des lumières dans les couloirs. Les musiciens de jazz composent même des morceaux de Mysterious Axeman's Jazz. La culture absorbe la terreur. Le dernier meurtre connu, Mike Pepitone. Sa chambre est pulvérisée par une attaque frénétique. Sa femme crie, mais ne voit pas le tueur. Et ensuite, l'Axeman disparaît. Pas de au revoir. Pas de lettre. Pas d'arrestation. Juste une absence, comme s'il n'avait jamais existé. Un siècle plus tard, l'Axeman continue de hanter l'imaginaire. Les experts s'accordent. Était-il un tueur en série classique? Oui. Était-il un psychopathe organisé? Probablement. La lettre parlait-elle sérieusement du jazz? Probablement pas. Pourquoi alors personne n'a été tué la nuit du jazz? 3 théories. 1. Pure coïncidence. Le tueur n'avait simplement pas prévu d'attaquer. 2. Il appréciait réellement la performance sociale. Un narcissique obtient un plaisir énorme à voir une ville entière exécuter ses ordres. 3. Il était présent dans les rues, observant, imaginez l'Axemen marchant dans Royal Street, écoutant les trompettes et souriant dans l'ombre. Est une image qui glace encore la Nouvelle-Orléans. La vérité plus sombre, ce n'est pas la musique qui a arrêté l'Axeman, c'est son désir. Il a cessé de tuer parce qu'il l'a choisi. Pas parce que le jazz l'a apaisé, mais la ville préfère croire à la version musicale, parce qu'elle est moins terrifiante. La musique fait partie de l'âme de la Nouvelle-Orléans. Et l'idée qu'elle ait pu sauver des vies donne un sens poétique à l'horreur.